Alors, quand je me suis inscrit sur le forum, j'avais intitulé cette conférence Management collaboratif, l'entreprise libérée, créative et rentable. Puis en la travaillant dessus, je trouvais que ça sonnait mieux Happy Management. Donc voilà pourquoi un deuxième titre. Je vais commencer par me présenter et vous dire pourquoi cette conférence. Donc je m'appelle Raphaël Balaï, j'ai 47 ans, je suis marié, je suis lyonnais. Et ça fait 20 ans que je suis consultant formateur. Au début, je l'expliquais en disant que je faisais de la communication, du conseil de la formation, communication, management et création d'esprit d'équipe. Et puis en 2011, j'ai fait un espèce de virage, j'ai fait bouger mon business model. Et puis vous verrez pourquoi. Alors pourquoi cette conférence ? Parce qu'en 20 ans d'accompagnement, je me suis rendu compte que les gens sont pleins de talent. Vous êtes plein de talent. Les gens ont des idées, les gens sont super, mais alors très souvent, on n'utilise pas ces talents-là dans l'entreprise. Alors je me suis dit, quel gâchis, c'est vraiment dommage de pas travailler dans cette dynamique-là. Et j'ai un rêve, c'est de réveiller l'ensemble de ces talents-là dans les différentes équipes, projets et entreprises, pourquoi pas. Je me dis que si on arrive à faire ça dans une entreprise, on fait booster l'entreprise. Si on booste l'ensemble des entreprises, on va booster notre économie. Et c'est un petit peu ce qui me porte et ce qui m'anime. Et c'est pour ça que depuis 2011, j'écris dans un blog qui s'appelle oserentrepreneur.fr où j'essaye de relater des expériences, mes constats, pour faire en sorte que les gens soient plus heureux, innovent davantage. Et quelque part, il se trouve que les boîtes qui font ça sont aussi plus rentables. Et ça, je pense que ça intéresse tout type d'entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait que les gens ne rentrent pas dans cette dynamique? C'est très souvent, ils ont plein de freins. Et j'ai eu, et c'est pour ça que je vais vous raconter une partie de mon histoire personnelle, j'ai eu pas mal de freins dans mon évolution. J'ai exercé 11 ans en tant que consultant, puis en 2005, j'ai décidé de créer ma boîte. Mais je vais revenir. Donc je vais structurer cette présentation en 3 temps. Premier temps, c'est une petite histoire un peu autobiographique. Elle a 2 objectifs pour vous. Peut-être de faire un petit peu de miroir pour chacun d'entre nous. Mais comme je sais que certains d'entre vous sont chefs de projet et sont amenés à animer et à essayer de réveiller des talents, peut-être qu'en comprenant la structure des gens, c'est plus facile de pouvoir les motiver et les animer. C'est là-dessus que j'essaierai de parler. Ensuite, je regarderai comment est-ce qu'on peut essayer de libérer une équipe et puis plus largement, ensuite, une entreprise où je reviendrai par rapport au témoignage d'à côté avec peut-être des bouts de solutions. Bien sûr qu'il n'y a pas de règles à partie. Alors, donc une partie sur mon histoire. Donc je repars 20 ans en avant. Donc moi j'ai fait une école de commerce. Très vite j'étais passionné de vidéo et je voulais devenir réalisateur de films. Et donc j'ai été travailler dans une société de production audiovisuelle. Petite déception, j'ai compris que pour filmer, il fallait d'abord savoir écrire et ce n'était pas mon premier des talents. Mais voilà, c'était ma première expérience, j'ai fait du commercial là-dedans. Ensuite, j'ai eu une deuxième expérience aux États-Unis et puis je suis tombé dans la marmite du conseil, dans une société qui était branchée autour d'un produit qui était la PNL, programmation neurolinguistique, et comment est-ce qu'on pouvait aider et accompagner des collaborateurs avec cet outil-là. Alors les 3 premières années, je me suis éclaté. C'est la partie petit soleil que vous avez là. J'ai appris, je n'ai cessé d'apprendre, j'ai fait un master en PNL et ça m'a éclaté. Et puis les 2 années suivantes, j'ai, j'allais dire, je pense, exercé pleinement mon métier avec satisfaction et engagement. Et puis au bout de 5 ans, j'avais une légère frustration qui commençait à venir. Alors la frustration, elle était double. Parce que quand mon patron m'a recruté, il m'a dit on est 2 aujourd'hui, ça faisait la 2e année qu'il avait créé sa boîte. Dans 10 ans, on sera 10. Et 10 ans après, on n'était toujours que 2. Alors je me suis commencé à me dire, mais finalement, si on ne progresse pas, si on n'avance pas, c'est de sa faute. Toujours plus facile de renvoyer la faute à l'autre. Bien plus confortable pour moi, sans savoir à regarder finalement qu'est-ce que je ne faisais pas dans mon développement. D'autant que je me suis rendu compte que s'il y a une chose qui ne m'empêchait pas, c'était de faire ce que je voulais faire. Je n'avais pas de cadre. Et c'était compliqué pour moi, j'attendais du cadre en tant que junior. Et puis donc assez rapidement, je me suis dit, si ça ne marche pas, peut-être que je peux réussir moi-même. Et donc la petite idée dans la tête, et si je crée ma boîte? Et donc là, ça commence la partie nuage, parce que lorsque j'ai désiré vouloir créer ma boîte, je me suis posé plein de questions. Tout un tas de questions, et je reviendrai dessus derrière.
mais je ne trouvais pas de réponse à l'ensemble de ces questions. Alors donc j'imaginais le Graal qui était mais ça serait super si j'avais ce projet-là, etc. Alors, quelles sont les questions que je me posais? La première, elle était propre à moi, les autres peuvent vous ressembler si jamais vous êtes dans des processus de changement. Comment contourner ma clause de non-concurrence? C'était la première question. Il y en a une deuxième qui m'est venue tout de suite derrière, c'est qu'on avait une société qui était très marketée, dont les produits étaient très, très marketés. Et donc je me demandais si les gens m'achetaient moins ou achetaient finalement les produits ou les services qu'on pouvait vendre. Je n'avais pas de réponse à ces questions-là. Les autres questions sont plus génériques et toute personne face à un changement peut amener à se les poser. Finalement, si ça ne marche pas, comment je vais faire? Comment je vais retrouver potentiellement un poste? Comment est-ce que je vais trouver des clients? Comment est-ce que je vais les convaincre? Alors j'ai fait une découverte absolument magique en 2003, c'est que je me trompais de raisonnement. La première question que je me suis posée, c'était comment faire? Or, la question comment vous amène du stress, vous amène des inconnus, et dans ces stress et ces inconnus, très souvent, ça vous paralyse. Et donc, je me suis rendu compte que finalement, quand je n'avais pas de réponse, ben, je restais immobile. Et je suis resté 5 ans dans cette position-là, avec ces questions, sans bouger. Et puis, d'un seul coup, en suivant une formation, pour ne pas citer son nom, Anthony Robbins aux États-Unis, j'ai fait une découverte. La découverte, c'est que je me trompais de mode de réflexion. Il ne fallait pas que je me pose la question comment, mais la question pourquoi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de créer quelque chose? Quel sens ça a pour moi dans la vie? Alors si je reviens à cette question-là et par rapport à mon histoire, les 5 premières années, je vous ai dit que je me suis éclaté. Pourquoi je me suis éclaté? Parce que j'ai en moi quelque chose qui est essentiel, c'est apprendre. C'est ce que je vais appeler un driver, un besoin existentiel. Certains d'entre vous l'ont peut-être, on en verra tout à l'heure d'autres. Mais ce driver-là était important. Et puis, j'ai une deuxième chose qui est importante pour moi, c'est la valeur liberté. L'idée de me construire sur quelque chose dans lequel je serai le décideur. Or, s'il y a une chose dont je n'étais pas libre dans la société dans laquelle j'étais avant d'avoir créé ma structure, c'est que le business model était basé sur la PNL. Dès que je disais « Ah, mais si on faisait ça, ça serait super », ah ben non, ce n'est pas dans le business model. Et je ne me sentais pas libre de pouvoir entreprendre là où j'avais envie. Et là, j'avais donc trouvé les vraies motivations, le pourquoi j'avais envie de créer. Créer, ça correspondait à continuer à apprendre, et créer, c'était aussi me donner la possibilité d'exprimer ma valeur liberté. Voilà. Le mot momentum, en anglais, ça veut dire l'élan. Alors j'ai découvert un truc super, c'est quand on fonde une décision de changement sur un projet de vie, sur des valeurs, sur des besoins existentiels, vous avez une énergie qui est colossale. Les problèmes que j'avais, je les avais toujours. Comment contourner ma clause de non-concurrence? Est-ce que ça allait marcher ou pas? La seule différence, c'est comme j'étais convaincu que c'était dans mon ADN de le faire, eh ben, j'ai entrepris de gravir la montagne. Et on trouve des solutions, on trouve des ressources. Voilà. Alors, j'ai en tête, et je vais juste vous la relater, une petite anecdote que j'avais avec un ami et qui est chef d'entreprise et qui était client. Je m'étais confié à lui et pendant les 5 ans où je me suis questionné, plusieurs fois, je disais « Mais tiens, qu'est-ce que tu en penses si je crée ma structure ?» Et lui, qui avait déjà franchi le pas, il m'avait dit bah, « Bien sûr, tu devrais le faire, c'est sûr, tu es fait pour ça, etc. » Mais c'était son idée, son avis, ça ne me disait rien. À partir du moment où j'avais acté ma décision, bah, la fois suivante où je suis allé le voir, je lui ai dit bah, « Tiens, les problèmes de tes collaborateurs, c'est quoi ?» J'allais chercher la mission suivante. Voilà, j'étais déjà dans une dynamique, c'est évident, je ne me pose pas la question. Alors, quand on est dans cette dynamique-là, on est ce qu'on appelle proactif. Alors, je tire cette expression d'un livre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réalisent ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Et une des 7 habitudes, c'est en fait la proactivité. Et il définit la proactivité de la façon suivante, en exprimant en fait son opposé. Alors, on va prendre quelqu'un qui est réactif. Quelqu'un qui est réactif, c'est quelqu'un qui réagit à la météo sociale. C'est-à-dire que vous le traitez bien, il se sent bien, mais si vous le traitez mal, ben, il se sent mal. Ça veut dire qu'il va fonder en fait sa réaction par rapport au comportement des autres. Donc moi, ça me dérange un peu parce que dans l'idée de rendre chaque individu libre pour qu'il puisse oser entreprendre dans sa fonction, si c'est les autres qui guident ses comportements, ça devient un petit peu gênant. Alors qu'à l'inverse, un proactif va réagir en fonction en fait de son objectif et de ses valeurs.
Alors, le meilleur exemple qu'on puisse avoir par rapport à ça, c'est celui de Gandhi. Gandhi, il avait un objectif, c'était l'Inde libre. Il avait ensuite une valeur qui était la non-violence, et sur la base de cet objectif-là, qui était son projet de vie et de sa valeur, il a guidé l'ensemble de ses comportements. Ça n'a pas été facile. Il a probablement, plusieurs fois, on a essayé de l'amener à monter, à faire la révolution, mais il a été droit dans ses bottes par rapport à ces éléments-là. Voilà, moi, ça m'amuse beaucoup de voir qu'un petit bonhomme comme ça soit capable de faire tomber l'Empire britannique, quand on connaît l'empire colonial que ça a pu être, et de se dire finalement, on a bien plus de force en nous, quand on veut être capable de les délivrer, sur ces éléments-là. Donc il a cherché à être plutôt qu'à manifester ce qu'il n'avait pas. Très souvent, les gens qui sont réactifs vont parler avec le verbe avoir, en disant bah, tiens, si j'avais une équipe plus sympa, ça marcherait mieux, si j'avais une direction d'entreprise qui prenait ce cap-là, ça irait mieux. Et donc ils ne sont jamais contents parce qu'ils n'ont jamais ce qu'ils veulent. Alors que quelqu'un qui est proactif, excusez-moi, c'est quelqu'un qui va parler avec le verbe être. Comment est-ce qu'il faut que je sois pour faire bouger les autres? Voilà, et donc j'ai une pleine compréhension qu'à un moment donné, il y a une interaction très importante entre finalement la façon dont je m'assois, la façon dont je vis mes valeurs et la façon dont celles-ci vont résonner auprès des autres. Voilà, donc pour conclure là-dessus, être proactif, c'est réagir en fonction de vos valeurs et en fonction de vos objectifs. Ça vous pose la question de quelles sont vos valeurs et quels sont vos objectifs pour pouvoir faire bouger vos équipes ou même vous-même. Alors, on va essayer de regarder un petit peu, de façon un peu plus théorique, quelles sont finalement les forces invisibles qui vont nous guider. Alors, quand on est amené à prendre une décision de changement, ça peut être une décision court terme. Les décisions court terme, elles sont en fonction de votre état. Ben, on m'appelle pour dîner ce soir, je suis fatigué, mon état fatigué, ben, je dis non. Au contraire, j'ai plutôt envie de faire la fête, ben, je dis oui. Ça, c'est une décision court terme, elle est relative à l'état dans lequel vous êtes. Les décisions long terme, celles qui vont guider nos projets, nos entreprises, sont plus, j'allais dire, impactées par d'autres éléments. Alors, vous avez un premier élément qu'on voit en haut, je vais essayer de mettre ça avec le pointeur. Voilà. Donc vous avez finalement le projet, l'objectif, le choix de vie dont on vient de parler. Vous avez un deuxième élément qu'on va aborder maintenant qui sont les drivers et les besoins. Un troisième élément qu'on abordera après qui sont les valeurs, les croyances limitantes. Et puis un quatrième élément qui sont quelque part les émotions positives que nous pouvons avoir ou au contraire les émotions négatives qu'ils peuvent avoir et qui vont influencer ces éléments-là. Alors, premier, après le choix de vie et les valeurs, les 6 besoins humains. Alors, je vais vous faire réfléchir, en fait, je vais vous les présenter, mais l'idée, c'est que vous réfléchissiez à finalement quels sont, parmi ces 6 besoins humains, les 2 qui vous habitent le plus, qui sont existentiels, qu'on va appeler des drivers. Donc, on ne se pose pas la question, nous avons les 6, mais il y en a 2 parmi ceux-là qui sont des drivers. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez réfléchir pour vous ou potentiellement pour les gens que vous accompagnez. Parce que si vous savez quels sont les besoins existentiels des gens que vous accompagnez, de fait, en les satisfaisant, vous allez pouvoir les épanouir. Alors, on les regarde. Le besoin de certitude et de sécurité. Vous avez ici plusieurs petits éléments. Quand je vais mesurer, je vais répondre à mon besoin de sécurité. Quand je vais rappeler quelqu'un pour vérifier si on a bien rendez-vous ou regarder ma montre, je vais satisfaire mon besoin de certitude ou de sécurité. Quand je vais fermer la porte de mon bureau, ça va être la même chose. Quand je vais aller fumer une cigarette, pareil. Et puis quand je vais faire mes comptes, ça va être la même chose. L'ensemble de ces besoins ne sont pas là par hasard. Ils sont là, enfin de ces comportements, pardon. L'ensemble de ces comportements ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce que vous avez un besoin qui est essentiel, qui est votre besoin de certitude et de sécurité. Mais si nous avons ce besoin-là, nous avons aussi le besoin opposé. Faire toujours la même chose de la même façon serait extrêmement rébarbatif. Et donc, vous avez cette capacité à vouloir du changement, de l'incertitude. Alors, je ne suis pas fan de foot, mais je comprends pourquoi on peut être fan de foot. Imaginez que vous êtes à une finale et vous avez un penalty ou un coup franc qui peut vous donner la victoire. Et vous regardez le joueur poser son ballon, vous regardez le joueur prendre les 10 mètres dont il a besoin pour l'élan, et pendant ce temps-là, vous vibrez. Vous vibrez d'une espèce d'incertitude, vous ne savez pas ce qui va se passer, il y a une exaltation qui est énorme. Les joueurs de jeu ont le même sentiment, ceux qui se mettent dans des sports extrêmes ont le même sentiment. Voilà, c'est
important pour nous, à un moment donné, de vouloir vibrer l'incertitude. Et dans nos projets, c'est aussi essentiel. Alors nous avons aussi un besoin d'importance et de reconnaissance. On a une expression en français qui dit « faire le coq ». Voilà, le vouloir être au-devant, c'est important d'être reconnu ou d'être important. Je vais prendre une petite métaphore pour l'expliquer parce que nous développons dès le plus jeune âge des stratégies différentes pour aller chercher ce besoin-là. Donc prenons par exemple les élèves dans une classe qui pourrait être celle-ci. Dans une classe, vous avez toujours le premier de la classe. Celui-là, pas de difficulté, quand on lui remet sa note, tout le monde l'identifie, il a les félicitations du conseil de classe. Mais vous avez aussi le dernier de la classe. Quand on dit Martin 2 sur 20 et que tout le monde rigole et qu'il fait son fanfaron, c'est aussi une façon d'être reconnu. Vous avez aussi dans un groupe le bouffon, celui qui a toujours une blague à raconter. Mais quand il raconte sa blague, tout le monde le regarde. Il existe. Vous avez, je vais passer moi l'expression, le chieur, l'agressif, l'emmerdeur. Mais on finit par le craindre et donc à le reconnaître. Et quand il manifeste ces éléments-là, c'est aussi une façon d'exister. On en retrouve, j'imagine, dans certains projets. Et puis vous avez le mec vachement sympa. Je peux t'aider ? Je peux t'aider ? Et en fait, qu'est-ce qu'il cherche ? Probablement la place de délégué de classe. C'est jamais complètement gratuit. C'est-à-dire qu'on a découvert dans des stratégies d'empathie une stratégie aussi de reconnaissance. Ensuite, nous avons le besoin d'amour et de connexion. L'idée, alors le sentiment amoureux, on en parle moins dans l'entreprise, on va parler du sentiment de connexion, qui est l'idée en fait de se mettre en lien avec l'autre, de se sentir bien, tellement bien qu'on peut tous dire. Dans certaines équipes, tout va bien. Puis dans certains plateaux, vous rentrez, on entend les mouches voler, et là on ne sent pas trop la connexion. Chacun est branché sur son truc. Alors les gens qui peuvent avoir ça comme driver sont des gens souvent très consensuels. Ils ont du mal à dire non, forcément, parce que si mon besoin existentiel c'est d'être connecté à l'autre, ça va être compliqué de lui dire non. Ensuite, vous avez le besoin d'évolution, le besoin de grandir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un de mes drivers, ce qui fait que finalement, dans ma façon de travailler, tous les ans, je vais réapprendre quelque chose, parce que sinon, je rassis. Ou tous les ans, ou tous les 2 ans, je change de poste pour pouvoir satisfaire mon besoin d'apprendre. Dernier des 6 besoins, qui est le besoin de contribution, le besoin de rendre service. Attention, c'est un besoin qui est gratuit. Très souvent, c'est une stratégie pour aller chercher de la reconnaissance, aller chercher de l'amour, aller chercher de l'importance. Donc celui-là, il est gratuit. C'est-à-dire qu'on me dise merci ou pas, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner. Voilà. Donc voilà, vous avez ces 6 besoins. La question qui vous est posée, c'est de se dire, tiens, finalement, quels sont les 2 drivers qui m'animent ? Dans les décisions que vous prenez, si vous avez identifié vos drivers, vous ne pourrez jamais être déçu. Vous allez directement, en fait, aller chercher l'épanouissement quand vous avez la connexion avec ces éléments-là. La difficulté, c'est ce que j'aimerais être et puis ce que je suis vraiment. Si vous voulez savoir ce que vous êtes vraiment, regardez les comportements que vous avez. Avec honnêteté, remontez d'un cran au-dessus et dites-vous finalement, si j'ai ces comportements-là, quel est le besoin qui est au-dessus ? Voilà. Moi, quand j'ai fait cette réflexion-là, j'étais absolument persuadé que c'était le besoin d'évolution, je n'avais pas de doute. Puis après, je me suis dit, ça doit être le besoin d'amour et de connexion. Je sortais d'une formation de développement personnel, je m'étais éclaté à lâcher un certain nombre de barrières, je me connectais plus facilement avec les autres, j'ai dit c'est ça. Non, c'était mon actualité. La réalité, c'est qu'en fait, j'avais un besoin de certitude. J'étais d'ailleurs seul dans mon entreprise, c'est bien la meilleure façon de tout contrôler, hein. Soyons clairs. Et ça m'a apporté des tas de choses positives. C'est-à-dire que vos besoins, vos guides vous font grandir. Moi, j'ai développé un certain professionnalisme grâce à mon besoin de certitude. Je pense que si mes clients me reconnaissent un certain nombre de talents, c'est aussi parce qu'à un moment donné, j'avais un niveau d'exigence qui était lié à mon besoin de certitude. Puis à un moment donné, il y a une confrontation qui s'opère. C'est le moment où vos drivers peuvent, j'allais dire, s'opposer. Et je suis arrivé donc en 2011, où j'avais un besoin d'évolution. J'avais créé mon entreprise en 2005, ça marchait bien. Et je me disais, l'étape suivante, c'est quoi? Et moi, dans la première tête, l'étape suivante, c'est soit l'association, soit on recrute. Et là, il y avait le besoin de certitude qui disait, oula, oula, oula. Et là, je me suis rendu compte que ce besoin de sécurité commençait à être mon propre frein. Voilà. Alors, ils sont inscrits, mais ils ne sont pas gravés dans le marbre, vous avez le droit d'en changer.
Il m'a fallu un an hein, pour le conscientiser et se rendre compte qu'on pouvait bouger. Voilà. Et donc j'ai quitté en fait la certitude pour aller sur le besoin de contribution. Instantanément, qu'est-ce qu'il est? Deux décisions que j'ai prises. Je me suis mis à bloguer, diffuser mon savoir. Pour un consultant, en général, il dit non, moi je le vends, je ne le diffuse pas. Donc je me suis dit, si, fais-le, c'est bien. Et puis je me suis associé à 50-50, alors que tous les gens vous disent, non, il ne faut surtout pas s'associer, c'est pas bien, etc. Et encore plus à 50-50. Et je l'ai très bien vécu. Voilà. Donc il n'y a pas de... L'idée, c'est de se dire, voilà, quelles sont les bonnes décisions qui peuvent avancer. Ça ne veut pas dire que j'ai lâché la certitude. Ça veut dire que je l'ai simplement gardée en tant que savoir-faire. Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'existentiel. Alors, ce qui nous amène, ou ce qui vous amène à réfléchir sur quelles sont vos valeurs, pour bien définir une valeur, j'aime bien l'idée de prendre la métaphore d'une table. Le plateau de la table, c'est la mission, c'est l'identité de l'entreprise. Les valeurs, c'est quelque part quelque chose qui est indissociable du plateau, c'est non négociable. Une valeur personnelle, quand elle est violée, vous vous mettez en colère. Voilà. Quelqu'un, si vous avez du respect, quelqu'un qui vous manque de respect, vous êtes capable de vous mettre en colère. Pourquoi? Parce que le respect est une valeur pour vous. Pour d'autres, ils ne sont pas forcément, et ils ont peut-être d'autres valeurs qui sont la tolérance, et donc du coup, ils vont bien vivre cet élément-là. Voilà. Donc c'est important de bien définir les valeurs des équipes dans lesquelles on bosse, et puis aussi de définir ses propres valeurs. Alors, ce qui nous amène à définir, tout à l'heure je vous ai dit que les décisions long terme pouvaient être influencées par les projets de vie et la direction que l'on prend, par les besoins existentiels ou drivers, on les appellera comme on veut, mais aussi par les croyances. Alors je vais utiliser un petit outil qui est tiré de la PNL qui s'appelle les niveaux logiques, qui a été mis en place par Gregory Bateson et Robert Dills, qui va vous permettre de bien faire comprendre ce que c'est qu'une croyance. Alors une croyance, elle se trouve ici. Donc les niveaux logiques, pourquoi ils sont logiques? Parce que si je touche au niveau supérieur, je vais automatiquement affecter les niveaux inférieurs. Par contre, si je touche au niveau inférieur, je peux, mais pas nécessairement, affecter les niveaux supérieurs. Alors je prends un exemple, je me mets dans l'identité d'un consultant gagnant. Voilà. Je crois en moi et je crois en ce que je peux vous apporter. Donc, je développe un certain nombre de capacités de savoir-faire. Je fais des conférences. Et donc, j'ai un certain nombre de comportements. Je prends un micro, je prends un pointeur dans l'environnement qui est cette salle de formation. Mais si je me lève demain matin et que je ne suis plus dans l'identité d'un gagnant, alors je me dis, vous avez tous assisté à des conférences comme ça, je ne vais rien vous apporter de nouveau, donc je crois que je ne suis plus innovant, je crois que je n'apporte pas grand-chose. Et comme j'ai ces croyances-là, bizarrement, je ne trouve plus accès à mes savoir-faire. Je les ai, mais la croyance que j'ai au-dessus m'empêche d'y accéder. Et donc, ce qui est vachement important, et c'est pour ça que je voulais vous parler de ces éléments-là, c'est que les croyances et les valeurs, en fait, vont constamment guider vos comportements. Alors, je voudrais faire une expérience avec l'un d'entre vous pour vous démontrer ça. Qu'est-ce qui veut bien? Venez ici, s'il vous plaît. Alors, l'expérience est la suivante. Je vous mets un petit dessin en attendant que Madame descende. Je vais lui demander de traverser la pomme de terre avec la paille que je tiens dans la main. Et nous, ce qu'on va faire, c'est bien observer les comportements qu'elle a, parce que je vous ai dit que les croyances impactaient en fait les comportements que nous avions. Alors regardez ce qu'elle fait, elle l'observe. Quelle croyance vous développez sur l'exercice, la pomme de terre ou la paille? Impossibilité. Elle croit que c'est impossible, elle n'essaye pas. Non, je vais essayer, mais je sais que par défaut, on dit que c'est dur, c'est plus fragile. Je sais que ça reste toujours assez possible, mais il y aura peut-être une déformation dans la paille. Allez-y. Voilà. Donc vous voyez ce qu'elle fait délicatement, elle essaye de tourner la paille, de rigidifier la paille. Encore une fois, les comportements sont dictés en fait par ses croyances. Mais si on changeait de croyance? Pas tout à fait au fond, mais ça marche. Voilà, elle enfonce 1 centimètre, mais nous on veut traverser de part en part. De part en part. Il me faut encore plus de temps. Je sais qu'on peut y arriver.
Il va falloir beaucoup Alors, plus de on temps. peut y arriver, mais ce n'est pas la bonne méthode parce que la croyance qu'elle a au départ l'empêche d'essayer par la bonne méthode. Si je change ma croyance, je pars du principe qu'une paille est extrêmement coupante, ben, je peux la traverser de part en part. Mais par contre, je vais m'y prendre comment? Je vais y aller franco. Je ne vais pas regarder la difficulté, qui est la pomme de terre, mais je vais regarder le résultat, c'est-à-dire ce que je cherche à avoir. Alors, je vais lui montrer, puis après, elle essayera. Alors, l'exercice est rigolo parce que moi, je développe maintenant une deuxième croyance. C'est quand on fait un exercice comme ça devant 100 personnes et qu'on rate, on a l'air quoi? Donc, il faut que je lutte par rapport à cette croyance-là. Vous voyez, chaque exercice, quel que soit qu'on les fait ou pas, on a ses propres croyances. Ah, elle est là, mais elle n'est pas complète. Alors, on va le faire une deuxième fois. Hop. Elle a un tout petit peu traversé, mais moins qu'habituellement. Voilà. Vous voulez réessayer? Vous voulez réessayer? Non, ça va. Bon. Donc pour ceux qui s'exerceront à cet exercice, vous pouvez le faire. L'idée, c'est regarder derrière. C'est pas regarder les trois quarts des gens font, puis ils s'arrêtent sur la difficulté. Bon. Je vous liste, à travers ce petit exercice, quelques croyances limitantes que nous avons tous et qui peuvent nous habiter. Ça ne veut pas dire que nous les avons constamment, ça veut dire que de temps en temps, elles nous habitent sur certaines difficultés ou certains projets. Alors, ce sont des génériques. Une qui est, par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, je suis nul, je ne le mérite pas, je suis inférieur, je suis petit, je n'ai pas confiance, je ne suis pas aimable, je suis seul, j'ai peur d'être jugé ou j'ai peur d'eux. Alors, bien sûr que, là je vous les liste, on ne pourra pas aller plus loin si tant est que vous voulez travailler sur ces aspects-là. Pour libérer une personne, il convient bien sûr de travailler sur l'ensemble de ces croyances-là. Il y a plein d'outils qui existent en termes de développement personnel, de coaching, de formation qui permettent de les faire sauter. Si vous voulez revenir dessus tout à l'heure pendant les questions, je me ferai un plaisir de répondre à ça. Quatrième point qui est important face à une décision, c'est en fait les émotions que nous avons. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est notre capacité en fait à décider en fonction de nos émotions. Alors vous avez quelques émotions qui sont illustrées là de façon un petit peu rigolote. Encore une fois, alors donc là je vais citer un outil. Moi j'utilise un outil qui s'appelle l'EFT, Emotional Freedom Technique, qui est un super outil pour pouvoir gérer ses émotions. Je ne pensais absolument pas l'utiliser dans le cadre de l'entreprise, parce qu'il est plutôt utilisé dans le cadre thérapeutique, sauf qu'il est tellement efficace, il est tellement rapide, dans lequel il y a tellement de bons résultats que finalement je le présente comme un outil exotique qui permet de gérer ses émotions et les gens sont en général parés pour l'essayer. Je répondrai aux questions si vous voulez aller plus loin là-dessus aussi tout à l'heure. Alors revenons à ce petit plan que j'avais tout à l'heure. Donc savoir se manager, c'est important, hein, ses valeurs, ses objectifs, la gestion de son stress, de ses émotions. Mais aussi ce qui est intéressant, c'est de travailler sur une équipe et manager une équipe. Et donc c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors je reprends une petite statistique qui est l'étude Gallup qui est sortie en 2006. Elle a été rééditée en 2011. Qui nous dit que finalement, seuls 9% des gens sont activement engagés dans les équipes dans lesquelles elles travaillent. On est le mauvais élève européen, on figure en 18e place sur 19 pays interrogés. La moyenne mondiale est à 14, ce n'est pas non plus extraordinaire. Donc ça nous pose vraiment des questions sur finalement comment est-ce qu'on intègre les personnes que nous avons dans nos équipes pour faire en sorte qu'elles puissent être pleinement épanouies. Alors on a une statistique de 26% d'activement désengagés. Ceux-là, ils sont nuisibles à nos organisations, on n'en veut pas dans nos projets, ils marchent à reculons et ils nous font plutôt du tort. Quelques convictions que j'ai envie de partager avec vous sur l'innovation et qui sont en lien avec le modèle d'entreprise libérée. Je crois que l'innovation est le fruit du travail des hommes qui aiment ce qu'ils font. Ça, c'est une conviction. Je ne pense pas qu'on puisse innover quelque part si on n'aime pas. Je pense que les innovations, ça se passe dans notre douche. Et pourquoi est-ce qu'on y pense dans notre douche? Pourquoi? Parce que ça nous plaît, on aime le faire. Je crois qu'un homme qui aime ce qu'il fait, il s'engage et devient proactif. Il ne compte pas son temps à ce moment-là. Et je crois que le management peut porter en fait ce type d'innovation.
Alors, il y a un mois, j'ai participé en tant que jury à un Startup Weekend. Et c'est l'exemple que je vais vous prendre pour illustrer ce qui me semble important pour pouvoir être innovant dans une équipe. Et donc, le défi qui a été fixé à ces jeunes étudiants, ça a été de créer l'objet connecté de demain. Voilà, ça, c'était leur défi, 24 heures pour ça. 24 heures après, j'avais devant moi une équipe de 4 garçons qui ne se connaissaient pas au démarrage du Startup Weekend, qui se sont trouvés une passion en commun, c'est qu'ils étaient tous les 4 guitaristes, et tous les 4, ils étaient dans un groupe et ils composaient. Et ils ont inventé le Live Jack, qui est un petit jack que vous connectez à votre guitare, et qui, avec une application, va écrire, en fait, la partition que vous êtes en train de jouer. Donc ça a été leur problématique commune, de se dire, bah, quand on est 23 heures le soir et que je fais une petite gratte dans ma chambre et que je la trouve géniale, mais que je veux l'envoyer à mon copain, ah bah zut, je n'ai pas pu l'enregistrer, je ne sais pas la rejouer. Donc voilà, ça a été pour garder la mémoire de ça. Alors, qu'est-ce qui fait qu'en fait ces gens-là ont gagné? Je pense qu'il y a 5 critères qui sont importants. Personne ne les a payés pour venir à ce Startup Weekend. Ils venaient des 4 coins de la France. Ils avaient juste envie de le faire pour le fun. Ensuite, ils avaient une passion en commun, la guitare. Ils sont restés focus pendant 24 heures sur leur problématique, qui était comment est-ce qu'on peut partager des compositions live que l'on peut faire. Ils ont pris du temps, les 24 heures, pour pouvoir le faire. Et ils ont été en totale autonomie. Personne ne leur a demandé quoi faire, que faire. C'était leur projet jusqu'au bout du temps. Et ces 5 critères, je pense qu'ils sont intéressants. C'est finalement les conditions dans lesquelles on peut mettre une équipe pour que celle-ci puisse performer. Bon, donc je vous invite à aller voir sur le blog Oser Entreprendre. Il y a une petite vidéo qui dit l'entreprise libérée, c'est quoi? Ça dure 1 minute. C'est une petite vidéo animée qui illustre parfaitement ces éléments-là. Donc je vous parle maintenant d'une organisation dite libérée, ce que vous trouverez dans le petit film. C'est une organisation dans laquelle on trouve finalement une posture, celle que j'ai découvert en créant ma structure, d'intra-entrepreneurs finalement, de cellules, de gens qui sont auto-animés par leur projet. Donc après 2011, après avoir lu le bouquin d'Isaac Gates, Liberté et compagnie, je me suis pris d'une espèce de révélation en disant bah, tu sais te libérer, tu sais potentiellement libérer des équipes, mais ça serait quand même mieux si on travaillait sur une vision plus globale. Et donc j'ai été interviewé derrière lui tous les gens qui ont réussi à libérer leur entreprise. Alors je vais utiliser parce qu'il y a une petite connexion avec le Live Jack, une société qui s'appelle WL Gore et Associés, que vous connaissez tous, pas forcément pour sa marque Elixir, parce qu'ils sont numéro 1 des cordes de guitare, mais parce que vous connaissez Gore-Tex ou Stopwin, qui sont des éléments. Alors, comment ils sont arrivés à être numéro 1 de cordes de guitare? Tout simplement parce que la mission de cette entreprise, c'est Make Money, Have Fun, autour du produit Teflon. Et donc, il y a un collaborateur qui arrive avec sa guitare et qui exprime son problème au bureau. Et la problématique, c'est que sa guitare, elle se désaccorde tout le temps. Pourquoi? Parce que vous avez des dépôts de graisse et de peau qui se mettent en fait sur la corde. Et lui, dans sa tête, il se dit, mais si on mettait un peu de produit Teflon dessus, est-ce qu'on peut faire des essais? Est-ce que ça marcherait? Après plusieurs essais, ils inventent en fait le Elixir String et ils deviennent les numéros 1, meilleure résistance dans le temps, meilleure sonorité. Et la photo que vous voyez là, c'est 15 heures de guitare simplement. Donc ce sont des gens extrêmement innovants. En 1958, Bill Gore, c'est le premier à avoir en fait décidé de créer son entreprise en partant du monomour, mais avec un modèle en fait de libération. Et donc je vais partir de ce modèle-là parce que c'est à mon sens, dans tous les gens que j'ai rencontrés autour de ça, ceux qui ont le plus poussé en fait cette idée de libération d'entreprise. Donc ils sont présents dans le monde industriel, des filtres, des joints, dans le vélo, dans le médical, des câbles, ils sont présents à peu près partout. Alors vous retrouverez ici certaines clés qui sont à mon avis les clés de leur succès. Donc juste pour l'anecdote, ils sont Best Place to Work France et International en fait 2014. Alors, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, en fait toutes les organisations libérées sont dit flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef. Ce sont des équipes en fait auto-gérées. La petite anecdote que Frédéric Amarucci me racontait, qui est le patron France, il me disait même pour l'élection du CIO, on a demandé aux 300 leaders de l'entreprise qui devait être le CIO, et il y en a 2-3 qui se sont présentés, celle qui a eu le plus de voix a été choisie.
et qui a pris la succession de Gore. Donc ce sont des leaders qui sont cooptés, eux ils disent « moi je veux bien », et les équipes disent « nous on veut bien ». Et Frédéric Amarucci me disait, qui est gérant de la structure France, il me disait bah, « nous on a été 2 à vouloir prendre le poste de gérant, et on a demandé aux 70 salariés français qui, ils voyaient, les diriger ». Donc ça donne déjà un certain état d'esprit. Ensuite, il y a une notion qui est extrêmement intéressante, je trouve, c'est la notion du sweet spot. C'est-à-dire que vous êtes recruté dans cette entreprise, mais très vite, vous ne savez pas le métier que vous ferez. Et en tout cas, ils savent, les gens de Gore, quand ils vous recrutent, ils savent que voilà, il y a un besoin de commercial, on vous recrute, il y a un besoin de technicien, on vous recrute, mais ce n'est pas le fondement en fait. On recrute sur le besoin, mais très vite, on va vous faire évoluer. Donc on va vous nommer ce qu'ils appellent un sponsor. Un sponsor, ce n'est pas votre chef. Le chef, chez eux, s'appelle un leader. Il n'est pas chef, mais il organise le travail des équipes. Et le sponsor, il va vous voir tous les 4 mois et il va essayer de déterminer, en fait, quelles sont vos motivations, ce que vous aimez faire et comment vous aimeriez pouvoir évoluer dans l'entreprise. Et c'est un petit peu le guide qui va vous faire évoluer dans cette entreprise. Et il va essayer de vous faire évoluer toute votre carrière à l'intersection de 3 points que je trouve extrêmement intéressants. La première chose, c'est qu'est-ce que vous aimez faire. La deuxième, c'est qu'est-ce que vous savez faire. Et la troisième, c'est qu'est-ce que le business vous permet de faire. Ils ont 10 000 personnes et dont l'organisation n'a qu'un seul souci, c'est placer chaque personne à son sweet spot. Ce qu'il aime faire, ce qu'il sait faire, ce que le business lui permet de faire. Et je voyais un DRH de 35 ans de chez L'Oréal, qui a une vision, je trouve, géniale du recrutement, qui disait, bah, nous, alors il était à Dubaï, il disait, bah, nous, on recrute une personne et on ne va pas, en fait, comme on a fait pendant des années, définir un profil en fonction de notre organisation et comment est-ce qu'on va l'installer dans notre organisation. Eux, ils recrutent une personne et ils essayent de voir comment l'organisation va pouvoir tourner autour des talents de la personne. Voilà, cœur de motivation. Le sweet spot. Ensuite, ils ont des valeurs partagées. J'ai envie d'en souligner une qui me plaît bien. Ils ont une valeur qui est la liberté. Alors, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi, c'est je suis libre de me développer et je suis libre de développer les autres. Voilà, je trouve que c'est intéressant comme terme de valeur. Ensuite, ils ont une mission qui est simple. Dans tous les gens que j'ai rencontrés et qui ont libéré leur entreprise, ils ont traduit en fait une petite phrase qui porte en fait l'entreprise. Moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé sur la notion du projet d'entreprise et le partage du projet d'entreprise à l'ensemble des collaborateurs. Et on était sur un séminaire où chaque fois, on essayait de définir une phrase qui était finalement l'identité, la réponse aux besoins des clients, le mission statement pour les Anglais. Et cette phrase, on passait une demi-journée, chaque mot était pesé, mais vraiment, et à la fin, tout le monde disait « oui, c'est ça ». Mais le constat que j'ai eu, c'est que finalement la phrase était tellement compliquée que personne ne la mémorisait, même pas les patrons. Donc très difficile de faire véhiculer une vision quand on n'est même pas capable de la reformuler. Et donc ce que j'ai trouvé d'innovant en fait chez les gens qui arrivent à libérer leur structure, c'est qu'ils vulgarisent au maximum. Ils ne sont pas dans la recherche de l'exactitude, mais la recherche de quelque chose, d'un message qui va porter. Alors je vais vous donner 2-3 exemples parce que je les trouve intéressants. Donc Make Money Have Fun, ça c'est l'exemple de Gore et Associés, pardon. Vous avez Favi qui a un modèle qui est aussi simple, c'est faire toujours plus vite et moins cher à Alencourt, Alencourt étant le nom du village. Donc tout ce qu'on fait, c'est pour garder notre industrie, les 700 salariés, dans le village. Donc ça a du sens pour eux. Et puis l'an dernier, j'ai travaillé avec une petite structure, 10 personnes, qui s'appelle Élise, qui a un beau projet. Le patron a créé cette entreprise parce qu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'emplois en France, donc il avait envie de créer des emplois, et il était omni de quelque chose qui était en fait l'écologie. Et donc le projet d'Élise, c'est de recycler tous les papiers de bureau que vous avez, donc il pose des corbeilles de bureau et il les emmène en fait pour les trier. C'est la seule entreprise qui est capable de faire 6 catégories de papier dans une poubelle de bureau. C'est une entreprise adaptée, donc il y avait des sourds et muets, des gens... Et il y a 2 typologies de métiers chez eux. Il y a ce qu'on appelle des collecteurs, qui vont finalement, sont des chauffeurs, livreurs, qui viennent chercher des poubelles et puis, ou des bacs et les emmener à l'entrepôt pour faire le tri. Et puis il y a des trieurs. Et donc la mission a été rédigée de la façon suivante. Plus de clients et plus de blancs pour l'emploi et l'environnement. Vous voyez, c'est simple, plus de clients, plus de blancs. Alors ce que j'ai trouvé intéressant dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est finalement d'être capable de mettre un objectif archi simple derrière. Plus de clients, ça veut dire quoi?
Ben, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois que le camion s'arrête, plutôt que de s'arrêter une fois, qu'il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il aille chercher 2 entreprises, fasse 2 collectes plutôt qu'une. Donc on a sensibilisé les collecteurs à se dire, ben, votre métier c'est de collecter une poubelle, mais c'est peut-être de regarder la boîte aux lettres d'à côté, de demander, de pousser la porte, de demander le nom qui peut être responsable de ça et de le ramener au commercial pour qu'il puisse téléphoner. Sensibiliser sur que la rentabilité de cette entreprise passe par un déplacement, et un déplacement avec 2 clients, c'est mieux qu'un déplacement avec un seul client. Plus de blanc, ça veut dire quoi dans leur métier? Ils recyclent du papier blanc. Et donc la difficulté, en fait, en compte tenu de la productivité qu'ils peuvent avoir, c'est d'avoir en fait une bonne qualité de papier. Quand il y a trop de productivité, on n'a pas le temps de faire le tri correctement. Et donc, ils ont décidé d'avoir 50% de blanc, en fait, sur une table de tri. 5 minutes, parfait. De là, en fait, ces 50% de blanc, je suis passé il y a 15 jours dans l'entreprise, ils ont communiqué ça en janvier, on était entre 60 et 70. Il y a un panneau qui affiche et tous les jours, on sait où est-ce qu'on en est par rapport à l'objectif. Très simple. Alors, ensuite, juste pour finir, chez Gore, il y a 10 000 associés. On ne parle pas de collaborateurs, ni que s'ils sont tous associés à l'entreprise. Dès que vous êtes en CDI, vous êtes associé. Ils ont un système de rémunération qui est associé à la contribution. C'est-à-dire que chaque année, il y a une enquête qui est faite et qui détermine le niveau de contribution en interne et en externe que vous avez eu. Donc c'est un espèce de 360 degrés et qui va déterminer avec des algorithmes qu'ils ont fait en fonction de la visibilité de votre métier, forcément qu'un commercial est plus visible qu'un comptable, mais ils savent le pondérer et vont déterminer en fait la contribution. Et ça détermine leur salaire. Voilà, et c'est des entreprises à taille humaine. Ils ont commencé à bâtir des immeubles de 200 personnes et chaque fois que l'entreprise dépassait les 200, ils remettaient en fait un autre immeuble à côté et ils coupaient la partie. Et ça c'est vachement important parce que le cerveau humain n'est pas capable d'avoir une connaissance précise des compétences d'une personne quand on dépasse les 190-200 personnes. Quand vous commencez à croiser quelqu'un dans l'ascenseur que vous ne connaissez pas, là commence le problème de l'entreprise. Mais dans leur modèle où il n'y a pas de fiche de poste, où il n'y a pas de qui fait quoi, où on travaille en petits projets et on bouge autour des projets, tout le monde doit se connaître. Pour ce projet-là, je vais aller voir un tel, pour ce projet-là, je vais aller voir un tel. Autre façon de libérer sur un temps donné en fait, l'entreprise, c'est de le faire sur un atelier collaboratif. Donc là, vous avez parlé, alors j'imagine que vous connaissez les hackathons, les business games, etc. Vous mettez les gens dans un espèce de temps donné, ils se prêtent au jeu, ils ont envie. Et bizarrement, il y a de l'innovation, il y a de la créativité qui s'opère. Donc quand l'entreprise n'est pas libérée, on peut très bien, sur un temps donné, parce qu'on a une animation de séminaire un peu particulier, pouvoir libérer les gens. La compréhension, pour terminer, que j'ai en fait aujourd'hui d'une entreprise libérée, c'est pouvoir travailler sur 5 piliers. Le premier pilier, en fait, c'est libérer le projet entreprise. Je vous ai parlé d'avoir une mission simple. Et donc, il y a un travail à faire là-dessus. Et puis ensuite, comment est-ce qu'on la communique et on véhicule que tous les jours, elle est portée par les équipes. Le deuxième, c'est de libérer l'organisation. On n'est pas sur une organisation qui est hiérarchique, ni sur une organisation qui est matricielle. On est sur des organisations qui sont dites en réseau, en projet. Elles doivent être souples. Donc là, on peut faire de l'accompagnement en changement pour accompagner ces éléments-là. Ensuite, il faut bien sûr libérer le management. C'est accompagner finalement l'ensemble de ces cadres qui ne sont plus des cadres, qui sont des sponsors, des coachs, qui sont au service de l'entreprise. Donc il y a un vrai travail d'accompagnement à cette nouvelle posture. Il faut aussi bien sûr libérer les équipes. Quand des équipes travaillent ensemble mais que finalement elles s'agacent par leurs différences et qu'elles ne voient pas leur complémentarité, il faut être en capacité de pouvoir leur montrer. Donc il existe des outils. Moi j'utilise un outil qui s'appelle le MBTI pour ça, je trouve que c'est assez performant. Et puis il faut libérer l'homme, c'était le cœur de mon exposé au démarrage, et travailler sur ses croyances limitantes, parce que si vous avez le bon projet, la bonne organisation, le bon management et la bonne équipe, mais que l'individu il est coincé dans ses croyances limitantes, ben, ça ne bougera pas. Donc il y a un chemin à faire sur l'ensemble de ces piliers-là. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas quelque chose de chronologique. On peut commencer par l'un, on peut en faire des petits bouts, et ça fonctionne assez bien. J'ai vu, moi, des services qui étaient libérés dans des entreprises qui ne l'étaient pas du tout. Je pense entre autres chez TNT, j'ai rencontré un manager et je voyais la joie qu'il y avait dans ses équipes. C'est un centre de tri qui fait 22 000 colis par jour. Et ben, le service était entièrement libéré dans une entreprise qui est bourrée de procédures. Donc tout est possible dans ce cadre-là. Voilà, pour conclure, quelles sont les valeurs communes qui sont empreintes des gens qui portent en fait ce type de projet? La première chose, c'est la confiance. La confiance au fait que aussi l'homme est bon et qu'il doit être au cœur du système.
La troisième, c'est qu'un cadre est celui qui se met au service de son client. Il faut que ça soit bien empreint chez tout le monde. Il y a en général une partage de la richesse dans ces entreprises. On parle d'un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers pour les collaborateurs, un tiers pour l'entreprise en réinvestissement et un tiers pour les actionnaires. Chacun est libre et responsable. Il y a une grande liberté, une grande responsabilité dans la mesure où on porte le projet. Et j'ai trouvé assez étonnant que tous ces entrepreneurs-là ou ces entreprises-là ont un engagement sociétal d'une façon ou d'une autre. Et ils essayent de faire bouger leur écosystème. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et de partager. Merci. Merci à vous en tout cas.